Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, je n'ai pas pu assister à tous les débats, mais j'en ai vu une partie finale et je comprends que la journée a été dense et riche et on est un vendredi après-midi, donc je vais essayer de faire court et de faire par contre ciblé sur le thème de la journée, c'est-à-dire la disruption. Je pense que c'est un thème très pertinent et que les assureurs sont d'une certaine façon au cœur de la disruption, alors de différentes manières. Tout d'abord parce que l'assurance, pour faire face aux mutations de notre monde, doit innover et elle doit contribuer aussi au financement de l'innovation. Et donc, elle est à la fois un acteur direct de la disruption et de l'innovation et un acteur plus indirect via les mécanismes de financement. L'innovation aujourd'hui est au cœur de votre métier. Je crois que ce matin, je suppose que ce matin, le gouverneur de la Banque de France en a parlé, mais on est dans un contexte d'abord financier assez inédit, avec des taux d'intérêt très bas depuis longtemps, sans doute pour encore un certain temps. Et cette situation financière particulière nécessite un effort d'adaptation très important de la part des assureurs sur votre politique commerciale comme sur l'offre de produits. C'est un mouvement qui est engagé depuis quelque temps déjà, mais c'est un mouvement qui doit se poursuivre. Et du côté des pouvoirs publics, nous continuerons d'être vigilants et engagés pour accélérer cette transition indispensable, même si on peut attendre que dans un horizon de temps raisonnable, on devrait avoir un mouvement graduel de hausse des taux, mais ça risque d'être lent et pas immédiat. Ce mouvement est un mouvement d'adaptation profond, puisque ça exige de la pédagogie par rapport aux clients. Ça pose pour les pouvoirs publics la question de l'éducation financière des épargnants et ça oblige à se repencher sur le devoir de conseil. C'est un dialogue qu'on a avec la profession depuis longtemps et qui nous paraît devoir être poursuivi. Au-delà de cette question du contexte financier et de l'innovation que ça implique, je pense que les changements à l'heure du digital impliquent un renouvellement profond de votre métier. Je ne sais pas si ça va, on doit aller jusqu'à la disruption, mais en tous les cas, un renouvellement profond du métier d'assureur. Un premier exemple qui est maintenant largement intégré, je pense, et compris, c'est la multiplication des données disponibles sur les comportements et les risques et l'impact de certaines innovations technologiques telles que la voiture autonome qui va venir bouleverser inévitablement l'assurance automobile ou l'émergence de nouveaux risques comme le cyberrisque. Le traitement des données, je crois que vous en avez parlé ce matin, en matière de santé, c'est un bouleversement total de la façon dont on peut mesurer les risques, les anticiper. Il faut être précis sur la nature du risque par type de personne. Et donc cette utilisation des données permet à la fois une meilleure information sur la qualité de l'offre de soins et l'efficience des dépenses de santé, mais ça permet également une démarche prospective en matière de prévention, avec toutes les questions à la fois d'opportunités que ça offre, mais aussi des questions ça remet en cause assez fondamentalement, je pense que ça interroge assez fondamentalement le métier de l'assureur, qui est justement celui de mutualiser et non pas de fragmenter. L'accès des organismes d'assurance complémentaire au système national des données de santé, qui est une des plus grandes bases de données de santé au monde, instaurée par la loi en 2016, va contribuer grandement à cette meilleure utilisation de la donnée et cet nouveau champ pour le monde de l'assurance, avec tous les chantiers que ça représente. Le secteur de l'assurance doit également adapter son offre aux nouveaux risques liés aux disruptions. Et là-dessus, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. J'en prendrai un qui est le cas de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est un risque très spécifique par rapport aux risques plus classiques, notamment s'agissant de l'évaluation du sinistre et de l'identification des responsabilités. Il y a besoin d'un travail de définition plus précise des risques assurables qui doit être mené en lien avec les assureurs. Et ces risques nécessitent une plus grande sensibilisation, enfin en tous les cas un effort de sensibilisation des consommateurs
qui sont aujourd'hui peu conscients de leur réalité, même si on voit que c'est un sujet qui émerge très largement. On en parle de plus en plus dans toutes les enceintes internationales, et je pense dans la presse, etc. Donc je pense que les entreprises prennent conscience de ce rythme, mais n'ont pas forcément encore le réflexe de l'assurance. Et il n'y a pas non plus un marché forcément encore disponible. Donc je pense qu'il y a un enjeu vraiment de développement de l'offre et de la demande de ce point de vue-là. À cet égard, je me félicite du lancement récent en association avec la FFA de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui constitue un partenariat entre le public et le privé exemplaire sur cette thématique. Parmi les nouveaux risques de disruption, alors je passe à un autre registre totalement différent, mais qui est aussi une forme de disruption liée à des évolutions de notre environnement, c'est la question de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles qui ont lourdement impacté un certain nombre de pays et nos compatriotes d'outre-mer tout récemment, et sur lequel le Premier ministre nous a fixé une feuille de route début octobre assez claire, qui est de continuer d'améliorer la protection des assurés et la culture de la prévention. Il a d'ailleurs salué la mobilisation, et je vous félicite au même titre, pour la mobilisation à l'occasion des ouragans Irma et Maria, pour lequel les assureurs ont manifesté vraiment une très grande réactivité, donc je vous remercie. Sur cette question plus globale des risques naturels, je pense qu'on a un travail important pour formuler des propositions et on aura besoin de votre implication. Il s'agit notamment de renforcer le ciblage des politiques de prévention, de renforcer les incitations à une politique d'aménagement du territoire plus résiliente et d'améliorer les conditions de prise en charge des victimes de catastrophes naturelles. Donc tous ces enjeux existent depuis longtemps, mais l'impact des évolutions environnementales en font un enjeu nouveau et dont l'urgence est plus importante. On a un régime de catastrophes naturelles qui a montré sa résilience, qui existe depuis 1982, qui a démontré avec le temps sa pertinence et sa résilience, mais qui doit maintenant être modernisé. Alors, il est clair, et on a bien conscience que la réglementation doit adopter ces transformations et les adopter avec une certaine justesse. Au niveau national, s'agissant des procédures avec vos clients, nous avons souhaité avancer rapidement avec la publication dès le 5 octobre, dans la foulée d'une concertation approfondie avec les professionnels et les associations de consommateurs, donc la publication de l'ordonnance sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Nous espérons que cela va permettre de considérablement simplifier, fluidifier, fiabiliser les relations avec les usagers, les clients, et partant favoriser l'efficacité opérationnelle de vos entreprises et de l'ensemble des entreprises du secteur financier au quotidien, notamment grâce à une meilleure utilisation des mails, des courriels et des lettres recommandées électroniques. Plus largement, sur les autres sujets liés à l'innovation, nous sommes dans une phase d'observation et nous souhaitons prendre du temps pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes avant de légiférer le cas échéant. Au niveau européen, nous promouvons le développement de l'écosystème le plus favorable aux fintech afin de permettre à l'ensemble des acteurs innovants, historiques ou nouveaux, puisque l'innovation n'est pas simplement l'apanage des startups et des fintech, mais de l'ensemble des acteurs, de trouver un terreau propice au développement de leurs activités dans un cadre juridique qui favorise à la fois la créativité tout en protégeant et en sécurisant les consommateurs. Donc ça, c'est pour votre activité en tant qu'assureur, en tant que tel, et votre participation à l'innovation et à la réaction face à la disruption. Il y a un deuxième domaine dans lequel vous participez de façon importante et structurelle à l'innovation, c'est votre activité de financement de l'innovation. Vous êtes des investisseurs majeurs dans le financement des entreprises, puisque fin 2016, vous avez plus de 1300 milliards d'euros investis dans le financement d'entreprises, donc 400 milliards à travers des financements en actions. Nous avons le sujet bien connu de la directive Solvabilité 2 et c'est pourquoi, dans le cadre de la revue de cette directive, nous soutenons très fortement tous les travaux visant à favoriser les investissements des assureurs dans les actifs de long terme et nous avons pour objectif que ces travaux aboutissent le plus rapidement possible.
Plus largement, nous partageons le souci d'améliorer le traitement prudentiel des actions détenues, le rendement aussi d'ailleurs, mais le traitement prudentiel des actions détenues par les assureurs à long terme, et de rapprocher le traitement prudentiel des activités de retraite personnelle et des activités de retraite professionnelles, puisqu'on a dans le cadre européen 2 directives qui ne sont pas complètement homogènes, et dont celle pour la retraite professionnelle, est moins contraignante que Solvabilité 2 d'un point de vue prudentiel. Donc il nous paraît important d'homogénéiser ces deux régimes. Le levier principal pour favoriser l'investissement en actions réside, de notre point de vue, dans le développement de produits d'épargne à long terme. Alors, nous avons eu beaucoup de débats sur le prélèvement forfaitaire unique et les conditions de sa mise en œuvre au régime des assurances. Je pense que les choses sont maintenant clarifiées. Nous voyons dans ce nouveau régime une opportunité pour que les Français se repenchent sur leurs pratiques en matière d'épargne, et nous pensons qu'un environnement fiscal plus neutre permettra de replacer au cœur des décisions des déterminants fondamentaux tels que le triangle rendement, risque, liquidité, mais également l'objectif et l'horizon de leur placement. Et donc ces placements seront moins dirigés en fonction de niches fiscales, mais plus en fonction de ces fondamentaux économiques et notamment de cette question d'horizon de placement. Dans ce contexte, et nous souhaitons avoir des travaux étroits avec vous, une attention particulière devrait être portée dans ces prochains mois au développement des produits d'épargne retraite qui correspondent à un vrai besoin dans un contexte que vous connaissez par cœur de vieillissement de la population. Ces produits sont nécessaires et bénéfiques pour les épargnants puisqu'ils permettent d'optimiser leur rendement en phase d'accumulation ou en raison du blocage du produit et de couvrir le risque de longévité ou de dépendance lors du dénouement en rente. Ils sont également bénéfiques pour le développement de l'économie, puisque une gestion des encours d'épargne en vue de la retraite, dans un cadre plus explicitement lié à l'objectif poursuivi, permettra d'allonger l'horizon de cette gestion et donc le financement de long terme en fonds propres des entreprises. Nous souhaitons travailler avec vous et l'ensemble des acteurs pour améliorer la lisibilité des différents dispositifs existants, mais aussi leur accessibilité et leur portabilité. Ces chantiers réglementaires ou législatifs ne constituent qu'un volet de l'amélioration de l'attractivité des produits d'épargne retraite. Un autre volet est entre vos mains et il s'agit de la capacité à proposer des produits simples, adaptés, tirant profit de l'horizon de placement des futurs retraités pour offrir des rendements réellement meilleurs que ceux de placement plus courts et liquides. Je souhaite dans ce cadre mentionner la proposition de règlement européen pour un produit pan-européen de pension personnelle, le PEP. Nous sommes d'accord avec la Commission sur les objectifs de cette initiative, avec des demandes d'amendements qui ne sont pas négligeables, mais qui ne remettent pas en cause l'objectif même du projet, des amendements relatifs notamment à la protection du consommateur, et notamment sur tout ce qui est le degré de protection du capital et le conseil de la part du fournisseur, puisqu'il s'agit quand même d'épargne bloquée à long terme, donc il est important d'être suffisamment transparent. Et de la même façon que pour les produits nationaux, nous pensons qu'une sortie en rente est un élément très important dans la définition du produit. Pour conclure, je voulais juste dire quelques mots sur l'architecture institutionnelle européenne en matière de réglementation de l'assurance, qui elle aussi est soumise à réflexion sur l'évolution et des évolutions potentielles, sans qu'on puisse parler là encore de disruption, mais plus un processus incrémental d'évolution à travers la revue des autorités européennes de supervision, les ESA, qui est en cours et qui aborde les questions de pouvoir, gouvernance, financement de l'ensemble des autorités, y compris l'EIOPA, donc l'autorité de supervision des assurances. Globalement, nous soutenons les propositions de la Commission qui nous paraissent aller dans le bon sens et trouver avec une approche différenciée selon les secteurs bancaires, assurances et marchés financiers. Mais en matière d'assurance, nous trouvons que l'approche retenue est la bonne. Et en matière de réglementation, nous allons avoir une vigilance particulière sur les questions, la répartition des rôles des régulateurs et des différents niveaux de régulation, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en veillant à ce que les choix
les plus structurants restent bien au niveau 1 du Parlement et du Conseil, et que le nombre de normes des différents niveaux pour un même texte soit mieux maîtrisé. On a un système qui sur lequel on peut évaluer un peu avec quelques années de retour l'efficacité, mais il nous paraît important, et je pense que vous devez partager cet objectif, d'éviter une accumulation aux différents niveaux de normes, et donc d'avoir une hiérarchie des normes qui soit claire et avec un emboîtement qui soit le plus simple possible, et notamment d'éviter des normes qui, sous couvert de recommandations, deviennent en fait une forme de réglementation, et donc un objectif de mieux réguler de façon plus simple et plus transparente. Je pense que cet objectif de meilleure régulation devrait vous aider à faire face aux différentes disruptions auxquelles vous êtes confrontés, et vous permettre de faire face au rôle central du secteur de l'assurance pour votre économie, pour l'économie, notre économie, et donc vous faire face à toutes les adaptations nécessaires dans les années qui viennent, qu'il s'agisse de votre cœur de métier, mais aussi du soutien et de l'implication que vous pouvez avoir dans le financement de l'économie française en général. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à Odile Renaud-Bassot. Puis c'est une intervention qui fait écho directement, effectivement, à ce qui a été dit ce matin pendant à la fois l'intervention du gouverneur et puis aussi le débat sur la réglementation qui a occupé une partie de la matinée. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses, ou en tout cas de confirmations sur des points qui sont importants aux yeux de tous les gens qui sont dans cette salle. Donc je crois que c'est vraiment, il y aura beaucoup de choses à tirer de cette intervention, dont je te remercie. Et je passe maintenant la parole dans cette optique. Il faut dire que là, on était à la fois au niveau de la France et de l'Europe, et puis on va élargir au vaste monde avec Angel Gurria, qui nous fait le plaisir de venir conclure. Madame la directrice générale, chère Odile, cher Bernard, et aussi les amis du panel qu'on a écouté. C'est un plaisir de participer à la clôture de cette 9e édition de la conférence internationale de la Fédération française de l'assurance sur ce thème de l'assurance dans un monde de disruption. La disruption est notre nouvelle réalité dans le secteur de l'assurance, ainsi que plus largement dans nos économies et nos sociétés. Qu'elles soient réglementaires, technologiques ou politiques, elle induit d'importantes transformations au sein de votre secteur. En particulier, nous devons favoriser les opportunités et les bienfaits de nouvelles technologies tout en minimisant les effets négatifs. Je dirais que ce sont des règles générales qui s'appliquent à pratiquement tous les secteurs aujourd'hui concernant la technologie et le digital, parce que ce n'est pas le digital qu'il faut maîtriser, mais un monde entier qui est digitalisé. Précisément pour répondre aux changements engendrés par la transition vers une économie de plus en plus digitalisée, l'OCDE a lancé une initiative majeure, Going Digital, je crois que quelque chose comme Aller Digital, ou quelque chose comme ça, qui vise à faire de la transformation numérique un vecteur de croissance et de bien-être. En effet, ça s'appelle Going Digital for Well-being and Growth. Et c'est la croissance et le bien-être, c'est l'objet, c'est le cible. Ces défis touchent aussi l'assurance. Le secteur de l'assurance joue
un rôle essentiel dans la résilience financière des individus, des entreprises et des gouvernements face aux ruptures technologiques. Il offre aux individus protection et stabilité pour réagir à des perturbations ayant un impact sur leur vie. Le rapport de l'OCDE, la technologie et l'innovation dans le secteur de l'assurance, on vient de le publier en effet septembre, montre que les investissements dans les start-up liés aux assurances augmentent d'année en année pour atteindre en 2016 environ 1,7 milliard de dollars, dont environ 3% sont dirigés vers des start-up françaises. Les investissements stratégiques des grands assureurs français ainsi que le capital risque public représentent une part significative de ces investissements. Les transformations des systèmes numériques et la dépendance accrue à leur égard permettent l'expansion du secteur à de nouveaux marchés, notamment celui de la cyberassurance. Ces dernières représentent environ 3,5 milliards de dollars de primes en 2016, principalement aux États-Unis. Cela ne représente que 1% de la taille du marché de l'assurance non-vie, mais avec un rythme de croissance d'environ 20% par an. Ça veut dire qu'il y a un catch-up. Ils vont rattraper. Et naturellement, c'est un secteur qui s'accroît de jour le jour face à tous les risques, les cyber-risques auxquels on lit tous les jours pratiquement. Il est crucial de renforcer son efficacité afin d'atténuer le risque de la disruption. Une plus grande pénétration de la couverture d'assurance pour les cyber-risques pourrait contribuer de manière significative à la gestion des risques cybernétiques. Au mois de mai, l'OCDE a remis son rapport « Soutenir le développement d'un marché de la cyberassurance ». En effet, de la cyberassurance efficace. Ça aide. Et on a soumis le rapport à Bari et avec les ministres de Finances du G7, sous la présidence italienne. Et permettez-moi de partager avec vous quelques-unes des recommandations figurant dans le rapport. Premièrement, il est fondamental de renforcer la qualité et la fiabilité des données sur l'exposition aux cyber-risques afin d'accélérer le développement du marché et consolider la gestion globale du cyber-risque. Pour combler les lacunes du secteur, une plus grande collaboration publique-privée entre les autorités de réglementation qui établissent les exigences de notification, de divulgation, etc., et les compagnies d'assurance qui collectent les données est absolument indispensable. Deuxièmement, il est important d'harmoniser la terminologie au sein des différents groupes. Cela permettra d'augmenter la valeur des données pour toutes les parties et améliorer la capacité du secteur de l'assurance à souscrire et offrir une couverture pour les cyber-risques. L'OCDE publiera
également un rapport sur améliorer le rôle de l'assurance dans la gestion de cyber-risques. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Ça veut dire que tout le monde fait la gestion. Tout le monde fait face tous les jours dans le travail quotidien de risque de cyberattaque et comment se protéger. Si on ne peut pas l'arrêter, au moins, comment est-ce qu'on peut récupérer une partie au moins des dommages qu'on pourrait avoir intervenus en concernant les attaques cyber. Alors, ça va être le 11 novembre prochain, dans les prochaines 2 semaines. On va présenter améliorer le rôle de l'assurance dans la gestion de cyber-risques. J'espère que celui-ci contribuera aux discussions sur la manière dont le secteur de l'assurance peut contribuer à une meilleure gestion de ces risques. Nous travaillons à cet égard étroitement avec la Fédération française de l'assurance, avec Bernard. Avec Bernard, on est parti de cette... vous vous rappelez dans les dernières scènes du film Casablanca, quand il tue le capitaine allemand, je m'excuse, mais ils l'ont tué, rien à faire. Et il dit « Round up the usual suspects ». Et Bernard et moi, nous sommes partis des usual suspects. Non? Et avec Odile, on se voit dans tous les avions du monde, non? Parce que n'importe où, on se voit là, et on est toujours là. Et on va dans les mêmes... Thomas est absolument... dans le quotidien, elle est toujours là aussi. Alors, on est les usual suspects. Hein? Nous sommes toujours là, les 4 mousquetiers ou quelque chose comme ça. Et nous travaillons avec la Fédération française qui a accompli un travail important pour améliorer le fonctionnement du marché de la cyberassurance en apportant son expertise aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, et en encourageant ses membres à être clairs quant à la couverture qu'ils offrent. Ceci touche aussi à l'élaboration de politiques réglementaires qui facilitent l'adaptation à ces disruptions. Et j'ai mentionné en particulier aux petites et moyennes entreprises parce qu'ils sont eux qui ont besoin de plus de conseils, de plus de guidance, non, pour les orienter. Et aussi parce que des fois, ils n'ont pas même l'assurance du jour le jour, normale. Moins pour la question des cyber-risques, non, le risque des attaques. Mais je dirais qu'en général, la question des petites et moyennes industries, que vous l'avez sans doute discuté, a besoin de tout un traitement spécial et tout un chapitre spécial, au-delà naturellement de la question cyber. Il est essentiel que nous continuions à ouvrir pour l'adaptation des politiques réglementaires afin qu'elles favorisent l'innovation tout en garantissant la protection des assurés. Il y a aussi beaucoup d'ignorance, mais aussi beaucoup d'incertitude, parce qu'on a déjà plusieurs cas dans lesquels finalement c'est très difficile à déterminer le dommage et aussi jusqu'où est la couverture et finalement qu'est-ce que ça couvre. Les définitions deviennent très difficiles et beaucoup de fois ça finit par être un peu litigieux entre les compagnies d'assurance et les assurés. Ce n'est pas facile parce que nous faisons
face à un phénomène nouveau, différent, énormément compliqué, et bon, dans lesquels même les définitions se compliquent. La réglementation pour contribuer de manière significative à surmonter les obstacles au développement du marché de la cyberassurance, notamment en ce qui concerne la transparence. Par exemple, le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne et la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information, dont les mises en œuvre sont prévues pour 2018. C'est 2018 le moment déjà prévu pour commencer avec l'implémentation de cette directive, devrait apporter une transparence bienvenue concernant les cyberincidents et leurs impacts. L'OCDE continuera de travailler sur le renforcement de l'évaluation des incidents de sécurité digitale et sur l'élaboration d'une taxonomie commune qui, à terme, devrait améliorer la valeur des données disponibles aux compagnies d'assurance. Et aussi pour avoir finalement une espèce de homogénéisation de ce qu'on veut dire quand on dit X. Et ça va aider aussi parce qu'aujourd'hui, la concurrence n'est pas nécessairement claire ni nette parce qu'on offre un peu de bananes et un peu d'ananas et un peu de poire. Mais on ne sait pas, ça sonne tout comme la même chose. Dans la pratique, ce n'est pas la même chose. Naturellement, ici, il nous manque on parle toujours d'éducation financière, mais aussi la protection des clients, du consommateur, et des services comme l'assurance, la cyberassurance. La technologie peut aussi s'avérer particulièrement utile dans le développement des politiques réglementaires du marché de l'assurance, particulièrement dans les pays où les pratiques et les réseaux traditionnels ne sont pas encore bien établis. Par exemple, la RegTech, où la technologie est utilisée pour renforcer la conformité à la réglementation de l'assurance, peut être un outil puissant pour ouvrir à cet effet. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, le secteur de l'assurance est l'un des piliers invisibles de nos économies et de nos sociétés. Nous devons l'aider à tirer le meilleur parti des technologies digitales pour garantir une stabilité financière et promouvoir une croissance inclusive. Il est nécessaire de fournir une protection des assurés qui est adéquate et aussi un meilleur développement des marchés des assurances. À cet effet, un dialogue continu entre le secteur privé et le secteur public demeure essentiel. L'OCDE s'engage à continuer à travailler avec la FFA sur ces fonds afin que le secteur de l'assurance fournisse la stabilité et la protection nécessaires pour que la disruption soit un bon mot, pour que la disruption soit un moteur de croissance inclusive et durable. Merci beaucoup.
Voilà, les meilleures choses ayant une fin, arrive le moment de la conclusion dont je vous rassure, elle sera rapide, de cette longue journée et de cette soirée hier où le terme de la disruption a été traité sous tous les angles. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas un mot anglais, contrairement à ce qu'on croit, un néologisme, c'est un mot qu'on utilisait déjà au XVIIIe siècle en France, donc il n'y avait pas il y avait une grande logique, comme beaucoup d'autres mots, à le reprendre. Il a été modernisé depuis, il s'étend à tout le reste, mais il s'étend particulièrement bien au monde de l'assurance. Alors on a essayé au cours de cette journée de traiter des différents aspects. Bien sûr qu'on n'a pas tout couvert, mais il me semble que par rapport à ce qu'étaient les préoccupations qu'on avait pu formuler jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour récent, on a quand même eu beaucoup d'orientations. Et je pense que dans le discours d'Odile Renaud-Bassot, comme dans celui du gouverneur ce matin, on a vu des indications très, très précises sur un certain nombre de sujets qui, je crois, suffisent à nourrir et à orienter les pistes de travail de la profession avec les pouvoirs publics et puis au sein de la profession pour les mois à venir. D'ailleurs, c'est ce que disait François Villeroy-de-Galhau ce matin. Il disait: c'est pas au pouvoir public de concevoir des bons produits, c'est à vous. Bon, je crois que le message est clair et que la balle est dans notre camp. On en a quand même répondu que ça n'est pas à nous de concevoir les bonnes réglementations. Et donc, là, ça veut dire que la balle est aussi dans le camp de l'autre chose et que donc, il y a un travail commun et qu'on peut arriver certainement à trouver un bon équilibre, et notamment autour de ce que tu disais tout à l'heure, Odile, sur la surréglementation, ou en tout cas les normes qui viennent s'empiler les unes par rapport aux autres. Effectivement, la better regulation, si on veut qu'elle existe, elle consiste notamment à éviter non seulement les transpositions superfétatoires, mais aussi l'accumulation de normes qui finissent par être contradictoires. Et puis, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un certain nombre de sujets qui sont sur la table. On a débattu ce matin de la révision de Solvency II. On a évoqué avec Pierre de Villeneuve et son panel toutes les questions de normes, les IFRS et les différents sujets qui sont aujourd'hui sur la table. Nous avons toujours un problème et le pouvoir public, je crois qu'hier, Bruno Le Maire, aujourd'hui la directrice du Trésor, ont été très clairs sur le soutien du gouvernement français à la correction des effets négatifs de la directive Solvency II sur l'investissement en Europe, et donc singulièrement sur l'investissement en France, et sur donc la réforme de la calibration qu'il faut engager. On a aussi longuement développé ce matin la disruption technologique. Et je crois qu'on a eu déjà, même ceux qui étaient là se rappellent qu'ils ont eu l'impression physique de la disruption, parce qu'il y avait 4 costumes cravates et 2 t-shirts, et donc déjà on sentait bien que on était dans la confrontation des deux mondes. Et d'ailleurs, le nouveau monde a dit à l'ancien monde que c'était pas la peine de chercher à le copier, que de toute façon c'était perdu d'avance, et qu'il ferait mieux d'essayer de faire émerger le nouveau monde à l'intérieur de leurs entreprises. Donc on verra si le conseil est suivi. Mais en tout cas, on a, je crois, eu une discussion vraiment intéressante autour de la protection des données et autour de cette difficulté qu'est de réglementer, de réguler des évolutions technologiques dont tout le monde a dit à la fois qu'on avait du mal à les anticiper, et plus encore les produits. Même le Nouveau Monde a dit qu'il ne savait pas quels seraient les produits de demain, parce qu'en règle générale, on se trompe toujours quand on essaye de les inventer. Et c'est vrai qu'on se trompe, l'histoire de la technologie moderne montre que, à partir du principe qui a été que, par exemple, personne n'avait imaginé que sur les téléphones portables, ce serait les SMS qui seraient la principale source de rentabilité. Bon, c'est un exemple trivial, mais qu'on pourrait transposer à beaucoup d'autres. Les choses, le Minitel était lui-même un bon exemple de différence entre ce qui était anticipé et ce qui est arrivé, mais on peut le dire à plein des égards. Il n'empêche que ce qui, dans l'ordre de la technique, doit arriver, arrivera, et qu'on a été très clair sur ce qu'est la progression exponentielle du machine learning et des conséquences que ça peut avoir sur notre industrie, et puis, je dirais par ricochet, sur d'autres industries que nous-mêmes devons assurer, et que donc ça fait le ricochet au carré. Nous avons en tout cas des pistes très importantes à suivre, et ça, ce sera cette disruption-là. Le sujet ne sera pas éteint demain. Donc ça, je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous pour beaucoup d'années à suivre et essayer même d'anticiper ces phénomènes. On a fait des tests. Alors il y avait une réponse intéressante pour ceux qui n'étaient pas là ce matin sur la question de savoir à quel terme était
les voitures autonomes, et on a proposé au public de réfléchir à ça. Et finalement, l'une des réponses qui était donnée par le représentant de Google, c'était de dire, en fait, ça dépend de quoi on parle, mais si c'est pour parler de l'utilisation en ville, c'est bientôt, je crois que c'est dans 8 ans. Si c'est pour parler de l'utilisation à des fins personnelles sur l'ensemble de son activité, alors c'est beaucoup plus long terme. Enfin, son influence italienne, il nous a dit qu'en Italie, évidemment, il y avait une protection de l'objet voiture qui faussait sans doute son raisonnement. On a aussi eu différentes une chose très intéressante, on a demandé aux gens quel était au début du débat, quels étaient les domaines sur lesquels l'impact de la révolution numérique serait le plus important. Et il y a eu un choix du blockchain qui était absolument unanime, et puis tous les autres items étaient mineurs. Et puis à la fin du débat, l'intervention de l'ancien monde ayant impacté le public, on s'est retrouvé avec une écrasante suprématie de l'intelligence artificielle qui a piqué toutes les voix qui avaient été données au premier tour de scrutin sur la blockchain. Et ça rappelait, je pense, à Thierry Derez, quelques élections primaires dans d'autres secteurs de l'activité. On voyait des transferts comme ça, rapides, et qui changeaient le résultat des scrutins. Donc, ça montre aussi que la pensée est mouvante sur ces questions et qu'un effet de conviction peut l'emporter. Et puis, on a cet après-midi fait un tour du monde, effectivement, et comme tu le disais, Thierry, pas en 180 jours, mais en 1 heure et demie, et qu'on a terminé avec l'intervention d'Angel Gurria. On voit bien 2 dimensions, la dimension européenne qui est extrêmement fondamentale. D'ailleurs, c'est frappant de voir que la perception qui aujourd'hui est donnée de la vision de ce qui se passe en Europe montre que le populisme inquiète beaucoup, mais que ce qui se passe en Espagne n'inquiète pas du tout. Il n'y a eu absolument personne pour retenir, c'est quand même frappant, 0%, c'est quand même impressionnant. Personne n'a considéré qu'il y avait là un vrai danger de menace pour l'Europe. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas, c'était, je crois, spectaculaire comme vision, comme unanimité qui se dégageait. En revanche, je crois que tout le monde est conscient, et ça a été rappelé hier soir, le populisme n'a pas gagné les élections essentielles, mais il est toujours là. Il a fait des scores très importants, et donc, en gros, il y a une fenêtre d'opportunité pour les quelques courtes années qui viennent, qu'il ne faut pas rater, si nous voulons ne pas avoir des regrets, mais il sera trop tard. Donc, c'est assez normal, Angel, qu'on ait fini par parler, comme tu l'as fait, du cyber-risque, parce qu'au fond, c'est à la fois le croisement entre l'assurance et puis cette idée que les frontières sont totalement dépassées. Il n'y a pas de frontières pour la menace cyber. Et ça nous interroge d'ailleurs sur la nécessité, l'intérêt, l'opportunité d'avoir une réflexion non seulement sur le plan national, et c'est vrai que la FFA est heureuse, fière, et considère que c'est dans son rôle de travailler avec les pouvoirs publics. Tu l'as rappelé, Odile, merci de ce rappel, et également avec l'OCDE. On essaye de rassembler, effectivement, de fédérer un petit peu le monde privé, le monde public, pour améliorer le dispositif, améliorer la prévention et l'information, parce qu'on se rend compte que c'est quand même un secteur, c'est une menace qui commence à monter en perception, mais qui n'a pas encore traversé le monde réel. C'est-à-dire que les sondages montrent qu'un nombre incroyable, une très large majorité de PME, voire ETI, n'ont jamais abordé la question, que les conseils d'administration des grandes sociétés n'ont pas abordé la question au cours de façon très décalée entre les États-Unis et l'Europe, et en tout cas la France. On peut espérer que la nouvelle réglementation va faire un effet de promotion et d'information qui va accélérer ce phénomène, ainsi d'ailleurs que les accidents ou les cybercrimes dont la presse s'est faite l'écho. Mais il y a en tout cas là un sujet extrêmement important, un enjeu pour toute l'économie et un enjeu fondamentalement pour l'assurance, qui est à la fois sur ce sujet une cible forte, potentielle, compte tenu de l'ampleur des datas et des données qu'elle gère, une cible et en même temps une solution pour permettre à la société de se protéger de façon plus efficace. Donc voilà, tous ces sujets ils sont ouverts.
ils ne sont pas fermés et ce n'est pas la réunion d'aujourd'hui qui va les fermer, bien au contraire. Je pense qu'en tout cas, elle a donné des motivations à chacun et qu'elle a montré qu'on avait à apprendre à la fois de tous les pays, de tous les points de vue, de toutes les générations. Et c'est pourquoi je vous remercie tous d'être restés avec nous. Et je vous dis d'ores et déjà, je ne sais pas encore sur quel sujet, mais la disruption en fera partie. Rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous.